et bonsoir, me dit Touflag. De quel film on parle? On parle du monstre des temps perdus, The Beast from 20,000 Fathoms, qui est un film donc, réalisé par Eugène Lourier, avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen, qui est sorti en 1953, qui est un film vraiment très intéressant, que je n'ai de cesse de vous recommander. Merci beaucoup à toi aussi, Digital Seeds, pour le Prime. Et donc, le truc qui est intéressant, quand vous allez voir ce film, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas si tu aimes les Predators, mais si oui, qu'as-tu pensé de Prey? J'en ai déjà parlé un tout petit peu, j'en parlerai plus tard. Globalement, de Predator, c'est une licence évidemment que j'adore. Mais du coup, le truc qui va en théorie vous sauter aux yeux, c'est que en début de stream, je vous ai fait écouter quelques musiques. Vous savez que régulièrement, je mets des chansons qui ont un peu au moins un rapport avec le film dont on parle. Et en l'occurrence, je vous ai mis des morceaux de la bande originale de Godzilla, mais pas de n'importe quel Godzilla, de Godzilla de Roland Emmerich, alors qui est un film 98, c'est ça, je vais revérifier pour pas vous dire de conneries sur ce film qui n'a strictement aucun intérêt, mais qui quand même va être un petit peu important. Hop, tac, Emmerich. Hop, 1998, c'est ça. Donc, qui est un remake, disons, qui en fait est vendu comme un film Godzilla, à considérer quasiment comme un remake du premier Godzilla, donc de 1954. Sauf qu'il s'avère en fait que le film, et vous me direz, quand vous verrez The Beast from 20,000 Fathoms, est en fait beaucoup plus un remake de The Beast from 20,000 Fathoms que un remake de Godzilla. De fait, il y a même des séquences, et on en revient à Jean Reno, absolument. De fait, il y a des séquences même, franchement, et notamment la séquence de l'attaque de la ville avec la patte qui écrase une bagnole, qui sont même presque pas plagiées, mais qui sont quand même vraiment très inspirés de ce film-ci. Ce qui est un truc que finalement j'ai tendance à plutôt trouver sympathique, en fait, qui est à mettre presque au crédit de Godzilla. Je trouve qu'en fait c'est un peu plus sympa finalement, plutôt que de remaker le premier Godzilla, d'aller chercher la source de la source, quoi, de vraiment aller chercher le film qui a inspiré le premier Godzilla, qui est à la base enfin qui est un des films à la base de ce délire de monstres nucléaires, quoi. Scénaristiquement, c'est très proche. La patoune en CGI, ouais, on peut regarder peut-être la bande-annonce de Godzilla de Roland Emmerich. Tiens, attendez, bougez pas. Godzilla trailer 1998 peut se remémorer un petit peu ce grand moment de cinéma. Alors que moi, je trouvais un film de merde. Même alors que il y a des trucs sympas que je trouve dans la carrière de Roland Emmerich que je pourrais sauver, mais ça, c'est vraiment ni fait ni à faire. Après, c'est aussi une ambulance, donc je vais pas tirer dessus de ouf non plus. Hop. This is 7 November Golf. The target's heading right at us. He's too fast. Panamanian government evidence of passengers dead or alive. Please stand by. I'll be slowing down. Watch out! Thing's only 200 miles off the eastern American seaboard. We don't even know what the hell it is. Je t'entends, Idéal Junior. Si tu veux, on la mettra après. Bon, le trailer annonce un film qui est moins bien quand même que celui que vous pouvez voir si vous regardez le film. Alors attendez, du coup, c'est vrai qu'on m'a dit mais pas cette bande-annonce-là, mais en fait, t'as raison. Moi, ce film, je le connais aussi parce que comment dire, pour le gimmick de sa bande-annonce qui était à l'époque, qui était un teaser en fait, je pense que tu parles de celle-ci, qui est juste où tu vois Godzilla arriver. Super, comment dire...
super trailer par contre. Le teaser où il arrive sur le ponton. Attendez, je vais essayer de voir. Mais il faut peut-être taper teaser en fait. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, donc ça vous met dans l'ambiance par contre. C'est vrai que ça pulse. Ouais, je sais pas, le mix était bizarre. Ça a pété d'un coup hyper fort. Mais alors, ouais, voilà, donc du coup, pourquoi parce que en fait, alors c'est pas. En vrai. Comment dire, le film s'est tellement fait défoncer depuis, même déjà par son réalisateur, même qui a dit qu'il aurait aimé vraiment le faire autrement, en fait, le film. Ça a été beaucoup moqué par les Japonais aussi, qui du coup ont donné comme surnom à cette créature, à ce Godzilla, Jino, G-I-N-O, pour dire Godzilla in name only. Donc ça veut dire genre c'est pas un vrai Godzilla, quoi. Et c'est vrai que c'est assez... à la limite, en fait, je suis en train de me dire, ils auraient dû peut-être ne pas utiliser la licence Godzilla et peut-être partir sur le délire que c'est un remake en fait de Beast of 20,000 Fathoms, quoi. Parce que est-ce qu'on peut regarder l'opening du dessin animé pour se rincer les yeux? Oui, on peut regarder, mais qui était sympathique, je crois. Moi, je me souviens de ce dessin animé tiré du... Il y a un moment, je voulais faire, genre, on regarde des épisodes de séries animées tirées de films. Genre The Mask, genre Highlander, genre les trucs comme ça. Je le ferai, je pense. Mais effectivement, Godzilla série animated, je crois qu'elle était sympa. Je crois qu'elle était même... je trouvais plus sympa que... non, Godzilla animated series intro. Ouais, c'est ça. Elle était pas trop mal faite. Le gros reproche qui a été fait en termes de forme sur le Godzilla de Emmerich, c'est d'avoir changé en fait le design de la créature pour en faire quelque chose de trop éloigné du délire original, quoi. D'en faire un truc beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Ce qui avait beaucoup déplu, je crois, aux Japonais. Alors, vous me dites si c'est trop fort aussi. Comment il fait pour pas casser le bâtiment? Comment il fait? J'en ai des souvenirs sympathiques. Après, je m'en souviens pas trop. Et il y avait Jumanji aussi, il y avait Men in Black. Il y avait plein de trucs, il y avait plein de dessins animés adaptés de films. Il y avait Dumb and Number et Ace Ventura, mais j'ai pas retrouvé en VF Dumb and Number et Ace Ventura. Voilà, mais moi je vais pas trop taper dessus. En vrai, c'est juste parce que mais en fait, c'est pas genre. Déjà, il y a des trucs qui ont rien à foutre ici. C'est-à-dire que le fait qu'il règle ses comptes avec les critiques, moi, je déteste quand les cinéastes font ça. Je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus pauvres. Parce que c'est bien dans celui-là, hein, je plane pas, où il y a des espèces de parodies de Ebert et Siskel. Je trouve que c'est bien ça, je dis pas une connerie. Police Academy en dessin animé, bien sûr. Il y avait un jeu Tiger aussi, Electronics. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc le plus nul que tu puisses faire. Surtout dans un film Godzilla, qui justement est un monstre important de l'histoire du cinéma. Quand tu arrives avec une démarche en fait qui consiste à, dans le film, même si c'est anecdotique, hein, même si c'est pas important et tout, à te moquer de critiques qui ont dit du mal de tes films précédents, c'est que de façon en plus complètement métatextuelle, qui a rien à foutre avec l'univers de Godzilla, etc. Enfin, je trouve que c'est absolument les pires moments. De cinéma, il y a aussi ça un peu dans le Shyamalan, la jeune fille à la jeune fille à la merde. Je vous souviens. La jeune fille de l'eau. Mais c'est que la version elle est mortelle, la jeune fille à la merde, elle est vraiment cool.
Il y a des belles choses à faire autour de ça. Mais alors ouais, non, je trouve que ça c'est vraiment nul. En termes de mise en scène, il y a des trucs pourtant qui sont un peu sympas dans certaines scènes d'attaque, qui je trouve sont quand même assez généreux dans ce que ça montre. Mais il y a un truc un peu... Les personnages sont pas très intéressants, quoi. Le Matthew Broderick, il est pas super intéressant. Jean Reno, il en fait des caisses aussi, dans son côté sérieux et tout. Il y a justement un côté peut-être pas assez... J'allais dire pas assez solennel. Bon, après, on a le droit de faire ce qu'on veut avec la licence. Et puis Godzilla, c'est une licence que je connais moins que King Kong. Donc du coup, je vais pas dire ce que j'avais dit sur King Kong. Je ne sais pas si Godzilla représente quelque chose d'aussi important dans l'imaginaire collectif que... moi, j'ai vu vraiment que la version de 54. Et le Shin Godzilla qui a été sympa quand même. En français, je sais plus, il s'appelle Résurgence ou un truc comme ça. Je peux mettre cette bande-annonce là. Si vous avez un film Godzilla à voir, celui-là était vraiment chouette. Il y avait un bon bail derrière. Voyons la bande-annonce du truc. Ça claque, l'imagerie est vraiment très très intéressante pour le coup, il y a des super... Et ça fait point beaucoup hein, quand même cette bande-annonce, qui est sympa comme tout. Mais ouais, ça je me souviens que c'était un truc que j'avais bien aimé. Je sais pas à quelle année c'est sorti. Sorti quand ça 2016 visiblement. C'est les années 2010 en tout cas, ça c'est sûr, mais c'est dans ces eaux-là. Bon, ça c'est sympathique, c'était une incarnation cool, je trouve, de Godzilla. King Kong, bah faut regarder la version de 33, elle est fantastique. La version de Jackson, elle est super cool aussi. Et puis voilà. Donc, alors là, comme je vous ai dit, il est 20h, et donc c'était mon moment butoir. C'est le moment où je vais devoir pas tarder à y aller, les amis. D'ici, on a encore 10 minutes. Celui de Gareth Edwards, je fais partie des gens qui l'aiment bien. J'en comprends les limites et je comprends que les gens... Mais oui, celui de Gareth Edwards, en fait, il a ce côté que tout le monde a trouvé chiant. Merci beaucoup à toi, Nicopole22 qui dit Jean Reno accompagné de Jean-Luc, Jean-Claude, Jean-Pierre et Jean-Philippe. Ça m'a toujours fumé. Pourquoi? Je l'ai pas, mais pourquoi pas. À quel Jean-Philippe Smet. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais oui, en fait, je le trouve réglo le film de Gareth Edwards, parce que du coup, il y a ce truc. Ah putain, c'est vrai, c'est les potes de Jean Reno, mais oui, de ouf. Je l'ai pas revu là, le Godzilla de Emmerich. Depuis, je crois que je l'ai revu. La dernière fois que je l'ai revu, c'était genre en DVD. C'était dans les années 2000, donc ça fait. J'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens de trucs qui m'énervaient. Et je me souviens en fait surtout d'un côté acte manqué, de trucs qui pouvaient. Le projet était pourquoi pas. Dans les mains de Roland Emmerich, pourquoi pas? Parce qu'en fait, finalement, les scènes de destruction, tu peux te dire, bah, il peut les faire et tout, mais je trouvais qu'il y avait un truc de pas fini. En fait, il y avait quelque chose qui déjà commençait à pas prendre au sérieux son propre délire en fait. Il y avait beaucoup de blagues aussi, il y avait beaucoup de trucs d'humour, il y avait juste de la sidekickerie à foison, des trucs comme ça. C'était un peu ça qui m'avait empêché d'entrer dans le film. Mais en tout cas, qu'est-ce que je disais? Je disais que déjà ça c'était important. Qu'est-ce que je disais? Parce que du coup, attendez. Je disais oui, le Godzilla 2014, dont on peut voir éventuellement peut-être un trailer. Ça parle de Godzilla alors qu'à la base on était sur The Beast, mais bon, c'est pas grave. Godzilla Official Man Trailer. Donc un film peu apprécié. Moi, j'aimais beaucoup ce film, qui a été fort peu apprécié, que beaucoup de gens trouvaient même vraiment mauvais. Je me souviens qu'à l'époque, les gens même étaient vénères. Mais en fait, alors pourquoi j'aime bien? J'en ai parlé en début de stream, donc on va conclure là-dessus, ça fera une boucle. Donc je reviens sur ce film aussi, que moi quand même je recommande à un certain degré, sans que après je considère pas ça comme un chef-d'œuvre non plus, mais je l'avais trouvé vraiment intéressant. Parce que du coup, c'est un film qui souhaitait effectivement renouer avec une tradition un peu perdue du film de monstre, qui est qu'en fait, c'est pas du tout sensationnaliste. Et il n'y a pas ce côté, comment dire, il n'y a pas ce côté, c'est-à-dire que en fait, c'est l'inverse étrangement, de Godzilla versus Kong et de ce qui a suivi en fait. C'est-à-dire que là, il y a ce concept de tout faire tourner autour du monstre et d'essayer de construire une mise en scène, mais pour le coup, avec les moyens de l'époque dans laquelle c'est fait, novatrice pour justement construire, jouer sur l'échelle de toi en tant que spectateur qui regarde un film de monstre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais au début, et donc je reviens et je vais terminer là-dessus. C'est qu'en fait, le truc des grands spectacles type
King Kong dans les années 30 ou même, j'imagine, en 1925 lors du Monde Perdu et même de Jurassic Park en fait, c'est qu'il y avait systématiquement cette sensation au cinéma de se sentir petit par rapport à ce qui nous était montré et donc par rapport au gigantisme quoi, des situations auxquelles on assistait. Emmerich essaye de faire ça un peu parfois dans son film, même souvent, et notamment dans la scène du pêcheur par exemple, mais il le fait toujours avec un peu de dérision, un peu d'humour. Cloverfield est un film qui joue beaucoup aussi sur ce côté de tu te sens petit. Le truc avec les films d'après qui ont suivi, du coup, qui sont du Monsterverse, sont des films qui, justement, comme je disais, en fait, devraient plus être à considérer comme des adaptations de War of the Monster sur Neo Geo ou de Rampage. C'est-à-dire que c'est des trucs où c'est des matchs de catch, en fait, avec des gros monstres, et c'est juste qu'au lieu de péter des chaises, ils pètent des bâtiments à Hong Kong, quoi. Mais en gros, c'est filmé à peu près comme ça, quoi. Pas complètement, bien sûr, ils profitent aussi, évidemment, des échelles, parce qu'il y a toujours des personnages humains par-ci par-là. Mais dans celui-ci, en fait, mais ça a déplu, et à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont allés dans une direction presque opposée pour ceux d'après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a vraiment cette notion d'être à l'échelle humaine. Pendant tout le film, il y a ce concept de, en fait, si une grosse saloperie telle que Godzilla ou n'importe quel autre kaiju débarque, en vrai, t'en verrais qu'un petit bout, sauf si tu le vois de loin arriver, mais très rapidement, en fait, tu te retrouves confronté à juste des bouts des membres ou des bouts de peau de créatures, de machin, de trucs, et tu serais en fait il serait impossible de considérer l'entièreté du truc, quoi. Et c'est ça qu'ils ont essayé de retranscrire dans ce film-là. De fait, ça veut aussi dire que ça passe comme dans Beast from 20,000 Fathoms, et comme pas mal de films d'exploitation des années 50, en fait, il y avait ce côté, en fait, il y a beaucoup de dialogue et beaucoup de hype autour du monstre, de personnages qui sont stupéfaits par le monstre ou qui, du coup, doivent réagir à cette espèce de truc qui dépasse leur entendement. Et donc, il y a beaucoup de ça dans le film. Et je pense que ça a énormément déçu. C'est-à-dire qu'à mon avis, les gens sont allés... Mais c'est pas de la faute des gens non plus, parce que du coup, en fait, ça arrive en 2014, donc après des années et des années de transformation de ces icônes de cinéma en gimmick un peu de beaucoup plus bis et beaucoup plus on vient voir de la castagne et de la destruction. D'ailleurs, il y a une espèce comment dire, de mélange en fait qui s'est fait entre ça et le pur film catastrophe. Et donc les gens sont allés voir Godzilla, en même temps le film s'appelle Godzilla. Je suis d'habitude le premier à critiquer ce genre de démarche, mais le film s'appelle Godzilla, les gens sont allés voir Godzilla, quoi, qui du coup fait des boum boum et casse des trucs, et en fait ce qu'ils ont eu, c'est un film qui essaie de dramatiser le monstre, quoi, et d'en faire une espèce d'icône abstraite presque, avec plein de scènes de dialogue avec des gens qui en parlent pendant tout le film et tout. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a déçu. Je pense que les gens, en fait, vraiment s'attendaient à voir un délire beaucoup plus proche de Godzilla versus Kong. Mais en fait, moi, étant donné que j'avais fort peu d'expectatives par rapport à ce qui m'était proposé comme truc, en fait, ce que j'ai eu, c'est une vraie démarche un peu arty sur ce concept-là du monstre qui est trop gros pour que la perception humaine puisse le comprendre, quoi. Et donc, toute la mise en scène est faite, et notamment cette scène-là qu'on est en train de voir. Après, ils ont survendu Bryan Cranston, qui n'a pas... s'il devait être à la mode à l'époque, je sais pas, mais il n'a pas tant d'importance que ça dans le film. Mais en gros, il y avait en tout cas cette démarche de comment est-ce que je peux mettre en scène un monstre qui est difficilement qu'un humain ne peut même pas concevoir dans son entièreté, quoi. Et donc il y a des vrais concepts de mise en scène, des idées de façon de filmer le truc avec les flares et tout. Il y a des jeux de lumière, il y a des trucs qui sont mais vraiment de la vraie réalisation, quoi, qui consiste pas juste à comment je filme une bagarre avec un monstre très gros et un bâtiment, quoi, qui là du coup te permet de cadrer ça un peu plus simplement. Des trucs moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Après, je comprends aussi les reproches qui lui sont faits, et je comprends qu'on puisse considérer ça comme un peu une arnaque. Parce que le film, en fait, quand il sort, je pense, c'est facile de dire on me vend quelque chose d'autre que ce que c'est. Et du coup, je comprends la déception aussi des gens qui l'ont vu et qui, du coup, s'attendaient à quelque chose d'autre et ont été complètement retournés. Mais en même temps, je trouve... Moi, ça me le rend presque sympathique, quoi. C'est-à-dire que du coup, j'ai l'impression que... Mais ça peut, dans la tête de plein de gens, peut-être le rendre prétentieux, ce que je comprendrais aussi. Mais moi, ça me le rend sympathique dans le sens où... c'est pas que ça se la pète, c'est que ça veut en fait rendre hommage au monstre que ça filme, quoi. Et du coup, moi j'étais plutôt satisfait. Après, je l'ai vu qu'une seule fois quand il est sorti, je l'ai pas revu depuis, mais je sais que je m'étais dit tiens, ça c'est une proposition originale. Et puis après, par contre, ça va dans une direction complètement opposée où ça devient vraiment de la bagarre, beaucoup plus kaiju 70s, quoi. Et bon, qui peut satisfaire, j'imagine, des gens, mais qui moi me convient moins que cette espèce de délire semi-expérimental
sur comment filmer un monstre, avec des vraies questions du coup qui sont posées. Peut-être que les réponses que propose le réal sont pas satisfaisantes pour plein de gens, ce que je comprends, mais au moins les questions ont le mérite d'être quand même un peu posées, parce que dans des films comme Rampage, c'est juste vraiment de la bagarre, quoi, et je trouve que c'est plus simple, moins intéressant. Merci à toi, Hiro 937 en tout cas pour le Prime, c'est hyper adorable. Je vais lire un petit peu ce que vous me dites. Et les suites, tu en avais pensé quoi? Bah, j'ai parlé aussi des suites au début de live, mais ça me parle un peu moins quand même. C'est clair que ça me plaît moins, parce que du coup, ça devient beaucoup plus, comment dire, du délire de... ça devient du film de... Ben, ça devient plus, en fait, ça ressemble plus à Godzilla... comment dire, au film d'exploitation des années 60. Ça ressemble beaucoup plus au film bis qu'on avait, c'est plus 80s, quoi, c'est plus pop, c'est plus en mode... Mais du coup, il n'y a pas ce concept d'échelle, c'est-à-dire que du coup, la caméra te permet de filmer des bagarres de monstres. Et c'est vraiment juste des bagarres de monstres, quoi. Après, si c'est ça que tu es venu voir, je pense que tu en as à peu près pour ton argent. Hein. Godzilla vs Kong, si c'est ce que tu viens voir, c'est vraiment ça. C'est ça. Mais du coup, ça n'est pas du tout... Parce qu'en fait, ce film-là est évidemment pas à la hauteur non plus d'un King Kong de 33, quoi. Ça, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais par contre, il y a pas ce côté. Ah, vous avez vu, c'est quand même marrant de. Bah, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'en fait, King Kong, c'est dur d'entendre des gens ne pas prendre King... Alors, c'est Godzilla, là, mais je dis King Kong parce que c'est un truc que je connais plus. Mais King Kong, c'est dur pour moi d'entendre des gens considérer que c'est un peu débile, King Kong, comme personnage, mais qui sont quand même cinéphiles. Pour moi, en fait, si tu crois pas à King Kong, c'est dur de croire que t'es dans le film. Enfin, c'est dur de croire au cinéma si tu crois pas à King Kong, ce que je disais en début de live, en fait. Si ton esprit peut pas te donner la suspension d'incrédulité nécessaire pour croire au sérieux de ce personnage qui est King Kong, c'est dur d'imaginer que tu as quand même la faculté de te plonger dans un univers de fiction sans cynisme, quoi, du coup. Et en fait, le problème avec le fait de traiter King Kong comme on traiterait un personnage du jeu vidéo Rampage, en soi, voilà, c'est que en fait, Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a rien de sacré, hein, les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas je m'en fous. Mais c'est juste moi, par rapport à ma perception du cinéma, le personnage ces personnages-là, en fait, sont vraiment des grands personnages de cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une importance, en fait, avec le personnage de King Kong qui incarne, en fait, ce que le cinéma peut faire de mieux en termes de spectacle. De grande tenue, en fait. C'est-à-dire que King Kong de 33, c'est pas du tout proche de... Ça n'a rien à voir avec Godzilla versus Kong. Ça traite le monstre de façon vraiment très, très... comme une créature vraiment très importante, comme a pu le faire Peter Jackson aussi. C'est-à-dire le considérer vraiment comme un espèce de... Ah, vous venez au cinéma pour voir quelque chose qui vous sort complètement de ce que vous pouvez imaginer. Ça va aller au-delà de ce que vous pouvez attendre en termes de grands spectacles, quoi. C'est ça, en fait, le truc de King Kong. Ce que ce film essaye de faire. Alors, d'aucuns diraient maladroitement, et probablement il y a des choses à revoir, mais en tout cas, ce film considère le monstre que c'est en train de présenter comme quelque chose de vraiment gigantesque et de vraiment même vous allez vous sentir petit par rapport non seulement au monstre mais aussi au spectacle qui vous est présenté. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu au fil du temps, en fait, mais très rapidement, en fait, parce que c'est très vite devenu de l'exploitation. Même Kong, dès la même année, en fait, ou l'année d'après, je sais plus, Son of Kong, c'est devenu très vite ponctuellement comme ça des trucs, c'est devenu des dérivés de dérivés de dérivés, et de trucs où après, et dans les années 70 avec le Guillermin de mémoire, j'ai commandé le Blu-ray d'ailleurs de celui-là il y a pas longtemps pour le revoir par curiosité, même si c'est pas un film, c'est un film qui est très mal considéré. Mais là, après, c'est devenu vraiment de la pure exploitation, et du coup, moi, ça m'intéresse moins. Moi, je trouvais ça, ce qui était beau dans le personnage de King Kong de 33, c'est qu'il incarne vraiment ce que le cinéma peut faire de plus grandiose et de plus dantesque, quoi. Voilà. Donc voilà. Et ça a à voir avec la façon dont on traite les créatures au cinéma. Et c'est important, puisque ça va me permettre de parler de Phil Tippett, de Ray Harryhausen et de toute cette création de monstres, et pour nous amener jusqu'à Mad God, qui va sortir, encore une fois. Merci beaucoup à toi, Mickey0980, qui me dit: j'ai jamais été aussi fier de donner de l'oseille à quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille, Mickey? Je te le demande. Peace à vous tous. Écoute, caca à toi. Allons plus loin. Caca, tout simplement à toi. Du coup, tu penses quoi de King Kong de Jackson? Du coup, bon, en fait, je refais la conversation du début du stream, mais faisons-la. Je suis désolé, je fais une toute petite pause pour juste regarder un message que je viens de recevoir. Et je vous réponds immédiatement. Bougez pas, hop. C'est chiant. Les joies du direct.
Voilà, ok, c'est cool. Donc du coup, tu devais pas partir si, mais justement en fait, j'ai encore un tout petit peu de temps pour terminer cette conversation. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, merde, putain, je suis désolé, mon cerveau fait ça parfois, il se perd, il revient en arrière, il revient en avant. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Oui, on parlait de The Beast from 20,000 Fathoms. Merde, putain, je disais quoi ? Mad God. Parce que je voulais aussi, donc du coup je refais, oui effectivement c'est ça que je disais, je refais la conversation du début de live, mais du coup le film de Jackson est très intéressant et pour le coup c'est un des rares qui a compris en fait King Kong, c'est-à-dire mais en fait le problème que j'ai avec le film de Jackson c'est que c'est un peu trop un film de fan et un peu trop rétro, c'est-à-dire que c'est un film qui se veut un peu vintage, en mode on fait un truc un peu rétro etc. Et donc ça donne une patine au film qui est très belle, hein, mais qui est pas, je trouve du coup pas très intéressante parce qu'elle est trop métatextuelle dans le sens où elle s'inscrit trop en héritage, peut-être qu'il y a trop de déférence peut-être par rapport à l'original, mais je trouve quand même que c'est un très joli film et qui mérite tout l'intérêt. Et Jackson est un grand fan du truc, mais qui est un des rares réalisateurs effectivement à regarder King Kong et à proposer un spectacle à la hauteur, je pense, de ce que King Kong est vraiment. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, un vrai fan de King Kong qui a compris non pas ce qu'était le personnage superficiellement, à savoir un gros truc poilu qui casse des trucs, mais qui a compris que c'était le symbole en fait de ce que peut être le cinéma à son meilleur et à son plus grandiose. Et c'est très important, comme je l'ai dit, parce que King Kong est un des films qui a le plus, je pense, créé de vocation dans l'histoire du cinéma. Et je pense vraiment pas me tromper en disant ça, parce que j'ai vu des dizaines d'interviews de gens qui disent « Moi, j'ai commencé à faire du cinéma parce que j'ai vu King Kong, en fait. » Et à commencer par Ray Harryhausen, dont on parlait, Phil Tippett, dont on va parler encore dans une seconde. Alors Phil Tippett, il y a effectivement le 7e voyage de Simbad qui cite très souvent comme un peu les origines de sa cinéphilie et de son amour pour le cinéma et pour les monstres de cinéma, mais il cite aussi King Kong, hein, de O'Brien, de Willis O'Brien, enfin de Sobzak et Cooper, mais les effets sont de Willis O'Brien. Et donc du coup, on peut pas, c'est compliqué en fait de faire un film King Kong parce que tu t'inscris forcément dans cette espèce d'héritage du cinéma qui fait que moi je trouve ça fou en fait de se lancer déjà dans l'idée de on va refaire un film King Kong. Je pense qu'il y a plein d'autres gros monstres de cinéma qu'on peut reprendre ou en créer des nouveaux comme le fait Pacific Rim par exemple. Mais alors du coup le truc dont je voulais parler aussi, c'est je voulais revenir du coup comme je le disais au début, mais peut-être n'y avait-il pas tous les gens qui sont présents ici. Pour vous reparler donc du coup de Mad God, qui est la raison pour laquelle on fait ce stream, et je pense les prochains lives vont être consacrés plus ou moins à Mad God, puisque c'est un peu la sortie ciné, un peu événement du moment, je trouve. Voilà, puisqu'on sort donc le film réalisé par Phil Tippett, qui est un peu le projet de sa vie. Phil Tippett, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un créateur d'effets spéciaux spécialisé plutôt dans le stop motion et dans l'animation en tout cas. Il a fait plein d'autres trucs, mais dans l'animation de monstres avec des armatures et tout quanti quoi, qui a bossé de façon très célèbre sur les 3 Star Wars, la trilogie originelle. Dans le premier New Hope, c'est lui qui s'est occupé de la séquence du jeu d'échecs, mais il y a eu plein d'autres trucs. Il y a la cantina, c'est beaucoup lui aussi. C'est lui qui est dans le costume de merde, comment il s'appelle ? J'ai oublié le blaze de cet extraterrestre, mais le bleu avec la trompe bleue. Max quelque chose. Max quelque chose. Ah, vous le savez mieux que moi. Vous êtes Max Rebo. Merci beaucoup à toi, Dachiel 0423. C'est lui. C'est Bill du Big Deal, comme on peut l'appeler aussi. Non, c'est pas Grido. C'est celui qui joue du clavier. Effectivement, dans la cantina. C'est aussi lui, il a bossé sur Jabba. Il a fait plein de trucs. Et notamment, il est connu aussi pour OD209 dans Robocop de Paul Verhoeven. Il est connu pour, comment il s'appelle, K1 aussi, le Max Noonan là, de Robocop 2. De toujours Irvin Kershner d'ailleurs. Je crois, hein. C'est ça, hein. C'est écrit par Frank Miller. Je crois que c'est Irvin Kershner. Je vais peut-être dire une connerie. Si, c'est lui. L'espèce d'éléphant bleu, absolument, mais qui ne lave pas les voitures. C'est le palais de Jabba, pas la cantina, effectivement, l'en fout, bien sûr. Bref, il a fait plein de trucs. Il a fait aussi, comment ça s'appelle, Starship Troopers. Il est très connu pour ça.
à peu près tous les Stromons de Starship Troopers, c'est son délire, quoi. Et il a bossé sur Jurassic Park aussi de façon très célèbre. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement comment dire, connu, qui a bossé sur des blockbusters très connus, mais qui est aussi un mec particulièrement chelou, d'où Matt God, qui a aussi fait des courts-métrages un peu intéressants. On en reparlera parce que je ferai un live spécial, comme je l'ai dit, le week-end prochain, pas celui qui vient, mais celui d'après. Je ferai un live sur Matt God parce qu'entre-temps, il sera ressorti au cinéma et c'est la raison pour laquelle on va faire cette série stream, c'est qu'à partir de mercredi, du coup, est distribué par Carlotta au cinéma en salle, Mad God, donc foncez le voir. Si vous êtes parisien, il y a une projection qui se fait, et je suis un peu l'impulsion de cette projection, parce que c'est moi qui ai donné l'idée aux gens de Panique de faire une projection de Mad God pour célébrer la sortie de ce film au cinéma. Il est sorti en fait en 2021, il est passé dans 2-3 festivals déjà, mais là, il y a une vraie sortie salle. Il y a une projection donc, qui sera faite non pas en ma présence, puisque je ne peux pas être là ce week-end, je suis absolument désolé, mais samedi soir, vous pouvez aller voir Mad God de Phil Tippett en compagnie de Julien Dupuis, de Capture Mag, Sale temps pour un film, etc., qui vous présentera le film, qui est évidemment un grand connaisseur de Phil Tippett. Il aime beaucoup les effets spéciaux, Julien Dupuis, donc il aura, à mon avis, des tonnes de trucs hyper intéressants à vous dire à ce sujet-là. Merci beaucoup à toi, Play Die Hard, pour le bon joueur accompagné d'argent que tu m'envoies, c'est hyper gentil. Attendez, qu'est-ce que vous me dites Dreamline, tu me dis Karim, ça t'intéresserait un Desork sur les kaiju? Pourquoi pas? Faudrait trouver. Globalement, tu veux dire un Desork sur des jeux inspirés globalement de kaiju? Genre justement War of the... pourquoi pas, ça peut être intéressant. Peut-être même faire une émission Godzilla en Desork, ça marche, il y a eu des adaptations de Godzilla, ça me permettra de m'y intéresser, de regarder plein de films. Après il y en a beaucoup des Godzilla que j'ai pas vu, quoi. Voilà, et Mad God, du coup, c'est le projet de toute sa vie à Phil Tippett. Donc, c'est ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. C'est un film hyper chelou. Je vais vous mettre, du coup... Non, parce que samedi, on regardera l'abondance de Mad God, on en discutera. C'est hyper bizarre comme film, mais c'est en même temps très intéressant. C'est un film qu'il a commencé donc en 1990 ou 91, et qui a commencé au tout début des années 90, ce qui fait que c'est un film qui a une gestation de 30 ans. Donc, il y a 30 ans de production derrière ce film-là, pas à temps plein tous les jours, évidemment, mais du coup ça fait 30 ans qu'il bosse sur ce projet complètement fou qu'est Mad God, et techniquement c'est vraiment ouf. Et c'est hyper chelou comme film. Eratom, c'est vraiment semi-expérimental, c'est hyper bizarre comme film, mais c'est très très intéressant. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est une proposition artistique autour de cette idée de stop motion qui, je pense, franchement, vaut quand même le coup d'être vu en salle, ne serait-ce que pour ce que ça représente dans l'histoire du cinéma, parce que Phil Tippett a construit aussi, a participé à construire l'histoire du cinéma, du fait qu'il a bossé sur des tonnes et des tonnes de films qui sont devenus vraiment importants, quoi. Moi, j'ai revu Starship Troopers il y a pas si longtemps que ça. J'ai revu Robocop il y a quelques jours, pas spécialement parce que Phil Tippett, mais juste parce que j'avais envie, parce que c'est un film que je revois très régulièrement. Et son travail sur AD209, qui est un travail hyper low budget aussi sur AD209 Robocop, c'est parce que le succès de Robocop, c'est un peu un hasard. Ça m'étonne pas effectivement qu'ils se soient liés pour faire Starship Troopers et Robocop avec Verhoeven, parce que les deux ont eu l'occasion de bosser sur des blockbusters, mais ils sont complètement fous. Donc je pense qu'ils ont dû s'entendre autour de ça. Mais c'est vrai que le personnage de 209 est quand même assez culte. Ça a un peu vieilli son anime, évidemment, quand vous le revoyez aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quand même vraiment ouf, je trouve, comme icône de cinéma, comme aussi dans l'imaginaire. Moi, j'adore Robocop. Déjà, le personnage de Robocop et toute l'imagerie qui est autour, j'adore parce que ça existe. C'est complètement un truc de pur cinéma, quoi. C'est un truc de pur cinoche, Robocop. Et ED209, pareil, c'est un pur méchant de cinéma qui existe que là, qui est créé dans une espèce de folie créatrice qui appartient vraiment à Phil Tippett, ce côté animal à la fois, mais en même temps qui s'inspire de Tank. C'est à la fois, t'as l'impression que c'est le museau d'une baleine, d'un orque, mais en même temps c'est un truc Metal Gear de ouf. Moi j'adore, j'aime beaucoup le design des 209, et j'aime beaucoup Robocop de toute façon globalement. Son travail sur Starship Troopers, il est complètement dingo. Je trouve que toutes les créatures, elles sont ouf dans Starship Troopers, et pour le coup ça a pas trop vieilli. Je l'ai revu il y a quelques temps. Si vous revoyez Starship Troopers aujourd'hui, c'est vraiment stylé, quoi, encore aujourd'hui, quoi. Voilà, et donc du coup, les US avaient mal compris le délire de Starship Troopers à sa sortie, ils l'ont pris au premier degré, nous dit Amstan. Mais ça, je sais pas à quel degré, est-ce que c'est un peu une légende urbaine pour dire les Américains, ils sont cons? Parce que déjà, tu dis les Américains, tu vois, c'est compliqué, c'est quand même des dizaines de millions de personnes, donc je sais pas s'il y a pas, en fait, évidemment qu'il y a des gens qui comprennent pas le film, mais en même temps, vas-y, il y a des gens qui comprennent pas tous les films, en fait, tu vois, c'est pas grave en vrai, c'est juste quand tu...
Mais même, en fait, bon, quand tu vois Starship Troopers, c'est compliqué quand même de pas capter, parce qu'il y a vraiment ce côté. Après, tu vois, je sais pas, peut-être que si j'avais jamais vu de SF ou jamais vu de film de Verhoeven ou jamais vu ce genre de délire-là, peut-être que j'aurais pas compris non plus, en fait, en vrai, tu vois, tu peux pas non plus juger des gens. Moi, c'est. Parce que du coup, il y a effectivement, dans Starship Troopers, c'est compliqué de le prendre au sérieux, mais il y a il y a des codes aussi qu'on peut nous comprendre parce qu'on a vu d'autres films de SF, peut-être. Donc. Je trouve que Starship Troopers a assez mal vieilli, nous dit Dent HC, mais pas au niveau des monstres. Au niveau du scénar, moi je trouve balèze de ouf. Hein. Moi j'aime beaucoup, quand même. Jack qui dit Karim, en parlant de Ray Harryhausen, as-tu regardé le Choc des Titans de 82? Bien sûr que j'ai regardé le Choc des Titans, ce qui est, si je ne m'abuse, je crois qu'il s'est barré après. Hein. Je crois que c'est son dernier film, mais je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas, c'est un de ses derniers films, effectivement. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que du coup, Ray Harryhausen a continué à faire du cinéma après Phil Tippett. Enfin, je veux dire, il a terminé sa carrière alors que celle de Phil Tippett avait déjà commencé, puisque sa carrière de Phil Tippett commence en 77 vraiment. Enfin, après, il a fait d'autres trucs avant, mais il commence à s'imposer en 77 avec Star Wars et en 78 avec du coup Piranha de Joe Dante, ce qui est assez amusant, qui fait après Star Wars. Chahu qui dit ces films des années 50 sont libres de droit. Normalement, tu nous ferais des diffusions commentées à l'occasion. Écoute, je doute de cette information. Ah, il y a un film que je peux faire qui, je sais, est libre de droit. Ça permettrait de parler vraiment de l'histoire des monstres et tout, et ce serait super intéressant. C'est Le Monde Perdu, du coup, de 1925. C'est old school, hein. C'est old school, mais ça peut être une aventure sympa parce que du coup, on pourrait le regarder, on pourrait faire pause pour de vrai. Celui-là, je suis quasiment sûr qu'il est libre de droit, mais je pense, les films des années 50, je pense pas que je puisse les regarder comme ça. Je pense que je vais me faire défoncer. Hein. Mais par contre, Le Monde Perdu, donc, qui est à la base une adaptation d'un... Merde, c'est H.G. Wells? Attendez, je vais pas dire de conneries. J'ai pas révisé Mon Monde Perdu, mais je crois que oui, complètement. Non, c'est Arthur Conan Doyle, putain, je suis un ouf. C'est complètement. Donc, c'est Arthur Conan Doyle à la base, et ça a influencé franchement tout. Ça a influencé à peu près tout ce qui est Stromon. C'est la base. Merci. Oui, c'est Conan Doyle. Ok, bah c'est bon. J'ai pas. Ok. C'est tout à fait Arthur Conan Doyle qui a écrit ça. J'ai jamais lu le bouquin. J'ai juste vu le film. Mais c'est fondamental parce que du coup, c'est effectivement là pour le coup. Je crois, je l'ai dit déjà en début de stream, peut-être m'avez-vous déjà corrigé, je suis désolé si c'est faux, mais je crois que Le Monde Perdu de 1925 est le premier film en fait à mettre en scène vraiment des créatures en stop motion. C'est aussi... Attendez, je vais vérifier ça. On va voir. Donc c'est effectivement Arthur Conan Doyle. C'est effectivement dans le domaine public libre de droit d'auteur. Voilà. L'importance culturelle, blablabla. C'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est bien Willis O'Brien qui a fait. Donc c'est le même mec qui a fait les effets spéciaux de King Kong. Le tournage a nécessité l'utilisation de quelques 50 modèles réduits de dinosaures. C'est un truc de ouf. Donc armature en acier, recouverte d'éponges et de caoutchouc. Bien sûr. 14 mois de travail, putain. C'était des ouf. C'était des ouf. Bon, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est un des premiers qui reste dans l'histoire, quoi. 1925, c'est quand même, c'est vieux. C'est un film qui date d'il y a presque 100 ans, quoi. C'est complètement ouf. Sur Internet Archive, il y a des films libres de droit, mais ils sont peut-être qu'en VO. Après, c'est pas grave, on peut regarder des trucs en VO, faire pause, je sais pas. On peut voir, franchement, il y a peut-être moyen. Mais en tout cas, ça peut être intéressant parce que c'est le début. Si vous aimez Jurassic Park, vous allez revenir à la source de ce qu'est Jurassic Park, c'est-à-dire Le Monde Perdu. D'ailleurs, la suite de Jurassic Park, et même le roman de Michael Crichton reprend le titre en fait du Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle. Et ça peut être, je pense, vraiment hyper intéressant, quoi. Mad God a l'air pas mal. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant. Karim, qu'en pense Gilles Stella? Ça peut être intéressant de lui proposer de regarder le film ensemble, en fait, avec Gilles. Ça peut être vraiment cool. Lazarus, tu me dis aucun rapport avec les films de monstres, mais j'ai vu Troll 2 récemment. Enfin, et c'était très sympathique en ayant en tête l'épisode de Chroma. C'est sympathique, Troll 2. Hein. Ça vaut tout à fait une vision. Plus que Troll 1, je trouve. Mais voilà. Donc, ce que je disais aussi sur le Choc des Titans, c'est quoi? C'est vraiment intéressant.
Le truc, c'est que je trouve que ça a presque plus vieilli que le 7e voyage de Sinbad. Mais c'est quand même super intéressant. Et beaucoup mieux que le remake. Et il y a des trucs assez foufous. Moi, j'ai toujours ce côté. C'est dommage qu'on n'ait pas eu. Dans le genre projet chronophage, Modi, as-tu vu la copie de travail de Richard Williams de Thieves and the Cobbler? Oui. Le truc le plus ouf que j'ai jamais vu en anime traditionnel, pour le coup, oui, c'était complètement dingue. On en parlera peut-être, Thieves and the Cobbler, ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce que j'ai vu Planète Hurlante? Oui. Tu vas vous poser plein de questions, mais vous êtes adorables. Vous dites des trucs parce que vous êtes trop mignons. Carnosaur, très intéressant aussi. Le remake du Choc des Titans était une diarrhée visuelle. Franchement, c'est un peu naze quand même. J'ai kiffé Army of Darkness, j'ai maté ça hier et c'est bien, en vrai les squelettes sont rigolos. Ouais, bah ça c'est complètement inspiration Ray Harryhausen et c'est à balle inspiré de notamment des Argonautes, de Jason et les Argonautes. C'est super. Evil Dead 3, tiens d'ailleurs on peut en discuter vite fait. Ah oui, si, je voulais vous parler aussi, donc Evil Dead, fantastique coffret, je vais tous les remater aussi et puis je vous en parlerai au moment de la sortie de Rise. Mais non, pas au moment de la sortie de Rise parce que c'est maintenant, mais je vous en parlerai dans le futur et on reviendra sur la saga Evil Dead peut-être. Ça peut être intéressant parce que ce sont des films hyper importants aussi dans l'histoire du cinéma. Et on va terminer sur un truc qui n'a rien à voir. Voilà, on va conclure cette conversation sur les monstres de cinéma autour, je le rappelle, de The Beast from 20,000 Fathoms, que je vous recommande, voilà, comme ce que c'est-à-dire une petite série B ricaine des années 50 qui fait super plaisir à regarder aujourd'hui, qui a en creux plein de trucs hyper intéressants qui donneront plein d'autres choses dans l'histoire du cinéma. Donc c'est typiquement le genre de film qui en plus n'est pas très connu, vous avez vu, parce que enfin pas très connu, ça reste un peu célèbre, mais c'est vrai que vous avez mis super longtemps à le trouver alors que vous êtes d'habitude très très fort. Quand je vous ai demandé de quel film vous pensez que vous avez cité plein de trucs qui en plus étaient proches, hein. Vous êtes allé sur du Ray Harryhausen, vous êtes allé sur du Godzilla, etc. Vous n'avez pas trouvé la bébête du très très profond, donc The Beast from 20,000 Fathoms, qui visiblement, et donc par conséquent j'ai l'impression un petit peu oublié quoi, et qui pourtant a été très très important dans l'histoire du cinéma, a lancé la carrière de nombre de gens très importants qui eux-mêmes inspireront d'autres gens, et en fait peut-être qu'il n'y aurait pas de Godzilla en fait sans ou que ça aurait eu une autre gueule en tout cas sans ce film aussi, donc ça aurait donné un monde, un univers de films de monstres très très différents quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le mater quand même. Je vous dis, il y a des moments un peu de dialogue un peu longuet, mais il y a quand même des scènes qui sont hyper cool à regarder quoi, en mode film popcorn années 50, c'est vraiment chouette quoi. Et Creature from the Black Lagoon, c'est super. Moi j'adore, je viens juste de recevoir, je l'avais pas en Blu-ray, L'homme qui rétrécit. Moi j'adore Jack Arnold, donc ça c'est super. C'est un grand film même, je trouve, la créature du lagon noir. L'étrange créature du lac noir, pardon. Merci à toi Arcos pour le Prime. Merci à toi Niliandis pour le Prime aussi. Tu me dis petit message pour te remercier de tout ce que tu fais et de tout le plaisir que j'ai encore à te suivre. Écoute, tout le plaisir est pour moi, ça fait super plaisir. Merci aussi à toi Pololops pour le sub de niveau 1. Je vous conseille The Endless, un film cosmique horreur fauché intéressant, nous dit Amstan. Oui, tout à fait, j'avais fait une projection de The Endless au cinéma d'ailleurs. Et c'est super, c'est super. Et je vous recommande les autres films de ces réalisateurs dont j'ai oublié les noms, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais Résolution c'était aussi bien, et Spring également, c'était vraiment pas mal ce qu'ils font, et c'est plutôt cool. L'homme qui ray tracing, ça peut être très cool aussi. La version 3D est géniale, effectivement, c'est disponible en Blu-ray. Je l'ai, le Blu-ray de l'étrange créature du lac noir en 3D, ça existe. J'ai aussi reçu récemment le Blu-ray des Dents de la Mer 3 en 3D aussi, et de Amityville. Et du coup, alors voilà, attendez, il y a d'autres trucs, qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai vu Baobali 2, nous dit Bosdick, et j'ai pris un pied d'enfer, j'adore les deux Baobali, je vous le recommande de ouf. Mais ouais, je vais juste reparler de ça, parce que du coup, j'ai terminé le coffret, donc j'ai maté aussi, il me restait que le dernier. J'ai pas encore maté le DVD bonus, mais j'imagine que c'est... J'imagine que c'est le docu, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu, je me suis rematé donc pas tous les films parce que j'ai pas revu Freddy contre Jason et le remake nul, mais du coup les 7 premiers Freddy, je les ai revus. Et le 7 m'a un peu déçu, figurez-vous, que j'avais de bons souvenirs du 7, et en fait en le revoyant, je me suis dit en fait ça se la pète un peu déjà, et ça commence à souffrir, mais à l'époque ça me gênait moins. Parce qu'au moment où c'est sorti, en fait, c'était vraiment nouveau comme façon de montrer l'horreur, parce que ça date de 4... Ah, je vais pas dire de conneries. Attendez, je vais vérifier ça. Bougez pas. Freddy sort de la nuit, du coup, le 7e opus.
où Wes Craven reprend un petit peu les rênes du truc. Ça reste, selon moi, le troisième meilleur, hein, clairement. 94. Donc ouais, 94, c'est clairement... Alors j'allais dire, c'est en avance sur les films d'horreur, et notamment sur les slashers méta intertextuels. Mais en même temps, c'est tout à fait à la mode des années 90, où le méta est en train d'envahir le cinéma. Donc c'est pas si en avance que ça, en fait, finalement. Mais bon, il y a des trucs sympas. C'est pas non plus... c'est le troisième meilleur de la saga, selon moi. Moi, l'ordre, c'est clairement c'est le 1 parce que c'est le premier. Le 3, je pense que le 3, objectivement, c'est le meilleur, en fait. Après, regardez, vous me direz, quoi. Mais je pense que le 3, c'est objectivement le meilleur. Mais en vrai, le premier, quand même, pose vraiment les bases. Et à ce côté plus onirique, encore, et plus planant, qui est aussi, que je trouve très beau. Merci à toi, Sixira, pour le 5e mois d'abonnement. Tu déchires et tu dis merci pour tout. Merci à toi, surtout. C'est grâce à toi et à tous les gens qui participent financièrement à ce stream que je suis là en train de vous parler de Freddy. Alors, du coup, le 3, ouais, je pense c'est objectivement le meilleur. Donc, entre le 1 et le 3, mon cœur balance. Mais le 1, dans ma tête, reste le plus, en tout cas celui qui m'a le plus touché, parce que c'est le premier de la saga. Le 7 arrive après quand même si maintenant je le mets un petit peu en bas. Je vais vite fait vous dire ce que j'en ai repensé. Puis ensuite, je sais pas, le 2, le 4 se valent à peu près, et le 5, le 6 ensuite sont les moins bien. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le 7, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté le live en pensant que c'était fini et me revoilà du coup, mais ça va bientôt se terminer. Freddy 3 est très marrant. Freddy 3, il est vraiment cool, quoi. Vraiment, il y a des trucs rigolos. Le 6 était bien nanar. Ouais, mais le 6, c'était abusé, tu vois. Le 6, il y a vraiment, ça se prend plus au sérieux. Après, il y a toujours une ou deux scènes rigolotes dans les Freddy. C'est jamais complètement perdu. Le 7e voyage de Sinbad n'est pas libre de droit. Je crois pas. Hein. Non, non. Mon premier film de monstre que j'ai vu, nous dit Je cherche un pseudo. Enfant, je me souviens de la cassette VHS à la bibliothèque de Carré, que j'ai beaucoup abîmé à force de regarder. Moi, j'aime beaucoup hein, le 7e voyage de Sinbad. Je le trouve très bien aussi. Puis les effets, pour le coup, sont vraiment, vraiment cool. Le Cyclope, c'est super. En tout cas, donc du coup, le 7... est un moment de métatexte cinématographique absolu, étant donné que le 7 se passe au même titre que Scream 3, sur le tournage en fait, ou sur en tout cas la conception d'un film. Le Freddy sort de la nuit, c'est un film qui se passe dans le monde dans lequel sont faits les films Freddy. Donc ça ajoute une surcouche de lore, au même titre que Les filles d'à côté sont le Freddy sort de la nuit des séries AB Productions, c'est-à-dire que du coup, ça se passe dans un univers qui n'est pas le nôtre de fait, puisqu'il y a des choses paranormales qui s'y passent, mais dans lequel Wes Craven existe. Il fait les films Freddy. Robert Englund est un acteur qui joue Freddy, et Heather Langenkamp est l'actrice qui joue Nancy, et qui du coup est torturée par une espèce un esprit démoniaque, diabolique, qui s'incarne dans le personnage de Freddy Krueger, qui donc va commettre des meurtres dans le monde réel avec ses grosses gris-griffes. Qui gris-griffe pourquoi les filles d'à côté ? C'est compliqué. Je vais pas me relancer dans ces explications-là. En plus, je peux pas vous montrer les lives parce que j'ai pas le droit d'avoir les replays. Donc, fallait être là il y a quelques mois quand je parlais du métatexte des séries AB Productions. Mais en tout cas, donc ce film-ci se passe est complètement méta, fait écho, j'imagine, à toute la fanbase qui s'est créée suite au succès des Griffes de la Nuit et autour du personnage de Freddy, puisque au début, elle pense que c'est un stalker. Enfin, au début, elle est stalkée même par des fans en fait. Heather, l'actrice du coup, qui sont des fans de Freddy. Il y a pas mal de trucs sur le fait que Freddy est devenu un personnage de pop culture extrêmement populaire, ce qui à un certain degré est quand même malsain parce que c'est un personnage quand même assez dégueulasse. Hein. Ce qui sont des questions que se sont posées les créateurs de Freddy. Tu le vois au fil des interviews, dans les bonus en fait des DVD, tu le vois au fil des interviews que c'est des questions évidemment qui se posent, puisque le succès de Freddy 1 leur a un peu pété à la gueule, et du coup t'avais des fans partout, et très rapidement des gosses se sont mis à se déguiser en Freddy pour Halloween, etc. Donc il y a toute une réflexion métatextuelle à ce sujet dans Freddy sort de la nuit. Le problème, qui est intéressant comme démarche, parce qu'on est en 94, donc pré-Scream, qui est aussi un film de Wes Craven, hein, donc c'est quelque chose qui va développer après, mais je trouve que c'est fait en fait de façon plus fine dans Scream, moi un film que j'aime beaucoup, et là je trouve que ça prend beaucoup de place par rapport à Freddy, et du coup ça souffre parfois de certains défauts dont pouvait souffrir le 2. Freddy 2, avec ce côté il arrive dans le monde réel un petit peu, et donc il y a une baisse quand même de créativité par rapport aux scènes de meurtre qui arrivent à leur paroxysme en fait qualitatif dans le 3, mais créatif aussi dans les suites, dans le 4 et même le 5. Il y a certaines morts,
voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est dans le 5, le délire un peu en mode Tetsuo. Est-ce que je peux montrer la jaquette de ce coffret? Ouais. C'est l'intégral Blu-ray. Je l'avais vu pas cher celui-là. Il était en promo, je crois. Je pense qu'il y a sûrement mieux comme édition, hein, mais moi c'est celle que j'ai. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, je crois que dans le 5, il y a par exemple, qui est pas un très bon film, hein. Le 5, vraiment, c'est l'enfant du cauchemar de Dream Child, qui est un truc avec l'enfant de Freddy, très mauvaise idée scénaristiquement, vraiment je trouve, parce que c'est vraiment pas ouf, mais il y a quand même une scène créative au début du film, je trouve, qui est intéressante, avec un personnage c'est pour ça que je cite Tsukamoto et Tetsuo, quoi. Du coup, il y a un délire cyberpunk avec un personnage que Freddy fait fusionner avec sa moto, qui devient un espèce de Ghost Rider dégueulasse, de mélange de chair et de métal, qui peut-être inspirera du Chrono dans Titan, j'en sais rien, mais qui en tout cas est vraiment pas mal. Donc il y a ces idées quand même qui jalonnent l'histoire de Freddy au cinéma, de scènes vraiment monstrueuses et créatives, qui du coup manquent, je trouve, un peu dans le set, qui se reposent sur des scènes finalement assez communes, assez simples, des trucs avec juste des griffes qui poignardent des gens. Donc je comprends ce que ça veut dire aussi métatextuellement, parce que du coup peut-être qu'il s'éloigne volontairement du côté un peu craspec, un peu organique de la saga, pour aller vers quelque chose de plus entre guillemets policé, quoi, c'est-à-dire que de plus juste de poignard beaucoup plus simple et moins graphique. Du coup, il se permet de faire quelques références au premier film qui en soi sont sympathiques. Il y a une scène de mort qui est tirée de la scène de mort la plus célèbre, ou une des scènes de mort les plus célèbres du premier film, avec le plafond là, pour ceux qui se souviennent, mais il l'a fait dans une version en fait plus aseptisée finalement de cette séquence là. Ce qui va continuer dans Scream, qui va perdre aussi un peu de cette dimension gore, mais en accompagnant ça d'un commentaire du coup métatextuel sur le fait que les fans de la saga Freddy sont un peu trop, peut-être, il les trouve peut-être un peu glauques, je sais pas, Wes Craven, je sais pas exactement s'il avait en tête en faisant ça, mais étant donné que c'est couplé, il y a ce côté un peu aseptisé des scènes de meurtre, et c'est mis en parallèle avec un propos sur les fans qui, de façon un peu malsaine, vénèrent Freddy et donc, par conséquent, presque lui donnent vie, en fait. C'est peut-être un petit peu ça, voilà. En fait, le truc, c'est que du coup, en voyant ce film, tu te dis, bon, ça se regarde peut-être un petit peu le nombril. Et finalement, ça a certains défauts qu'auront les suites de Scream, je trouve. C'est-à-dire d'être un peu bloqué dans sa propre mythologie et donc de tourner à vide en proposant finalement juste un commentaire sur ce qu'étaient les Griffes de la Nuit. Mais en fait, du coup, ce faisant, perd la dimension beaucoup plus universelle des Griffes de la Nuit qui parlaient à la fois de la société, de l'enfance, du rapport aux parents, par le biais des rêves, etc. Donc, il y avait en fait un propos beaucoup plus universel et beaucoup plus ample et beaucoup plus large dans le premier Freddy, et qui est en fait finalement plus intéressant, je trouve, que Freddy sort de la nuit, qui finalement propose juste un commentaire sur ce que Freddy donne, et donc qui évidemment agit comme un commentaire sur la façon dont on considère les icônes de l'horreur au cinéma, mais qui du coup est un peu plus restreint, un peu cloisonné dans son propre propos. C'est un film qui se la pète un peu, voilà, pour faire un peu plus simple, je trouve, mais qui reste assez sympathique et qui reste quand même le troisième meilleur, parce qu'il y a quand même des jolies visions d'horreur, moins cool que dans les autres, mais il y a quand même des jolies visions d'horreur. Je sais pas pourquoi ils ont foutu un manteau, une veste à Freddy. Je sais pas, ça lui donne un look un peu à la Dick Tracy, un peu qui a rien à voir, mais bon, pourquoi pas. Il change un petit peu de look dans celui-ci. Il y a ce côté quand même, il y a des discours. En fait, c'est vrai que les scènes dialoguées, elles se regardent un petit peu le nombril, quoi. Les scènes où tu as Wes Craven qui parle du coup, qui joue son propre rôle dans le film et qui parle de la légende de Freddy, c'est vrai que tu as ce côté un petit peu, tu fais Wes. J'adore Wes Craven, hein, j'ai beaucoup de sympathie pour Wes Craven, mais c'est pas. Voilà, c'est. Fait bon. C'était plus fin dans Scream, je trouve. Merci beaucoup à toi, le Déda, pour le 11e mois de sub. C'est super. Mon Freddy préféré, c'est Willy, le jardinier des Simpsons. Effectivement, il y a un très bel épisode Halloween. Il avait peut-être froid. Ouais, mais c'est bizarre, ça change un peu même sa silhouette, en fait. Et du coup, ça lui donne une silhouette moins... un peu quand même, mais moins Nosferatu, finalement, que Nosferatu. J'ai reçu un super coffret de Nosferatu. Je suis très content de me l'être pris. J'ai toujours pas pu voir Scream 6, mais de toute façon, j'attendrai la sortie Blu-ray. Donc, ce sera en juillet, je crois, pour le voir. Ou alors, je le piraterai ponctuellement. Je l'achèterai quand même. J'achète tous les Scream, évidemment. C'est une saga que j'aime bien. Le Freddy de Rick and Morty est sympa aussi. Oui, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Voilà.
Hop, hop, hop. Je trouve ça bizarre que des gens qui ont créé un bon gros Freddy bien dégueu dans un film ultra violent sur les plans physiques et psychologiques n'assument pas la vénération autour du personnage alors que ça les dérange pas de montrer des meurtres violents à l'écran. Alors, c'est un mauvais procès, je pense, à faire quand même à des cinéastes qui ne sont pas tributaires et qui sont pas responsables de la façon dont sont reçus leurs films, forcément, puisque c'est très difficile d'anticiper ça et il n'y a pas vraiment de moyen de le faire. Au-delà de ça, tu peux pas aseptiser un discours ou un propos sur un film sous prétexte que potentiellement des gens pourraient le recevoir pas de la bonne manière, parce que sinon tu ne fais plus rien, en fait, littéralement, parce que n'importe quel film peut être interprété de façon malsaine après. Donc là, c'est très compliqué pour moi de faire un procès d'intention sur ça. En plus, de fait, Wes Craven, qui est l'auteur, réalisateur du premier film, n'est pas à l'origine des films suivants, à part le 7, qui, comme je l'ai dit, offre un commentaire métatextuel dessus. Donc, tu peux pas lui reprocher la dérive, disons, presque commercialo-malsaine des autres films. Ça, tu peux à la limite le reprocher à Bob Shaye, patron de New Line Cinema, mais qui, lui, est un mec qui joue son business, donc il n'y a pas de... Lui, il fait de l'argent, donc lui, si tu veux, il fait pas partie du commentaire. Enfin, c'est pas lui qui te dit ce qu'il pense, en fait, dans les films. Donc, du coup, c'est aussi compliqué, finalement, de lui reprocher ça. Les réalisateurs qui sont affairés à faire les films du milieu, en fait, sont en plus souvent c'est parfois leur première production. C'est le cas de Rainy Harlin, c'est le cas de Chuck Russell, si je ne m'abuse, ou en tout cas, si c'est pas leur premier film, c'est quand même au début de leur carrière. Donc, tu vois, c'est compliqué comme reproche à faire. Par ailleurs, il y a chez Wes Craven, quand même, et merci à toi, Septième, pour le Prime. J'aimerais bien vous parler de Wes Craven par le biais de Scream, qui est, je trouve, un film plus intéressant, en fait, pour évoquer ça que même presque... Non, peut-être pas que Freddy, hein, mais que Freddy sort de la nuit, très certainement. Mais peut-être j'évoquerai Wes Craven par le biais d'un autre film, peut-être un film un peu moins célébré de Wes Craven, éventuellement Shocker, est très intéressant et aussi toute une dimension métatextuelle vraiment cool. Peut-être qu'on parlera de Wes Craven plus tard. Mais en tout cas, lui, c'est quand même quelqu'un... Déjà, il est dans le cinéma d'exploitation d'horreur un peu par hasard, Wes Craven. Et je pense qu'il a des velléités artistiques qui dépassent, qui transcendent le cinéma d'exploitation, le cinéma de genre, quoi. Je pense que Wes Craven, il a eu une carrière un petit peu, retenue par... la nécessité de faire des films qui fonctionnent. Je pense qu'il avait pour ambition de faire des films plus importants que ce que... J'allais dire que ce qu'il a pu faire. Moi, je considère évidemment que les films de genre et les films d'horreur, bien sûr, sont des films importants et qu'ils ont un propos, etc. Mais je pense que si tu vas fouiller les références de Wes Craven, tu vas beaucoup plus facilement rebondir sur du Fellini que sur du Jack Arnold, quoi. Encore que, après, peut-être je me trompe. Mais c'est-à-dire qu'il y a une dimension auteur, en fait, à la façon dont Wes Craven se perçoit. C'est un mec qui vient de la littérature aussi beaucoup, qui vient de l'écrit aussi énormément, qui aimait beaucoup lire et écrire. Et du coup, il y a plein de choses à dire sur Wes Craven et sur son rapport au cinéma et au cinéma d'horreur, mais c'est pas complètement quelqu'un qui est... Quand il fait Freddy, je pense qu'il a vraiment comme démarche, il n'a pas juste comme démarche l'idée de faire un film d'horreur divertissant, je pense qu'il est vraiment en train de dire quelque chose sur le monde qui l'entoure. Voilà, donc bon, on reparlera de Wes Craven. Là, il va vraiment falloir que j'y aille, parce que là, je suis la dernière maison sur la gauche est très sale, effectivement. J'en avais un petit peu parlé, je l'avais évoqué vite fait, parce que je parlais récemment de The Town That Dreaded Sundown. Mais voilà, donc du coup, juste pour le kiff, Karim, 3 films à voir ce week-end. Evil Dead 2, puisque Evil Dead Rise sort, et Evil Dead 2 est un chef-d'œuvre, donc remettez-vous en tête Evil Dead 2. Je dirais même plus Evil Dead 2 ou Evil Dead 1. Les deux ont tout à fait... ce sont 2 chefs-d'œuvre. Voilà, moi j'adore Evil Dead 1, j'adore Evil Dead 2. Donc ça sera le film que je vous conseille. Je vous recommande également The Beast from 20,000 Fathoms. Voilà. Il n'a pas fait Wishmaster, hein. Je crois que Wishmaster... Alors, Wishmaster n'a rien à voir avec les Wish Lorraine. Wishmaster, je crois que c'est pas lui le réal, il est à la prod simplement. Mais par contre, il y a Robert Englund dans le film, ainsi que Tony Todd dans le film aussi. Donc, The Beast from 20,000 Fathoms sera le 2e film que je vous recommande pour ce week-end. Et évidemment, Mad God, qui du coup sera regardable pour les Parisiens. Mad God. Donc samedi au Forum des Images en compagnie de Julien Dupuis et de l'équipe de Panic Cinéma, ça va être super. Et pour tous les gens qui ne sont pas parisiens, déjà vous pouvez le voir mercredi prochain, Mad God, et ça va être super sympa. Et pour les autres, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Un de ces 2 films, tiens, parce que je les ai sous la main, mais j'en ai déjà parlé en fait. Les Faucons de la nuit avec Stallone, voilà.
C'est un film super intéressant que je vous recommande. Bon, j'en ai déjà parlé, donc du coup, je vais pas le réévoquer vraiment, mais c'est un film que je vous recommande. Et si vous voulez un bis un peu rigolo, je l'ai déjà conseillé aussi, mais Happy Birthday to Me, pardon, qui est un slasher hyper standard du début des années 80, qui a juste pour seul et unique... Non, qui a deux spécificités un peu rigolotes, qui est que c'est réalisé par Jack Lee Thompson, qui est le réalisateur des Nerfs à vif, l'original, quand même, et des Canons de Navarone aussi, j'oublie, et que ça met en scène dans le rôle principal Melissa Sue Anderson, qui est donc l'actrice qui joue Marie dans La Petite Maison dans la Prairie. Donc voilà. Et qui a un double retournement de situation un peu rigolo à la fin. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis peut-être à demain, c'est pas sûr, peut-être à samedi, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que je reviens... Non, samedi, je vais essayer de revenir. Je vais essayer de revenir samedi. Si je suis pas là, vous paniquez pas. Vous restez, vous buvez un truc. Voilà. Et vous m'attendez. Mais en tout cas, je vous aime très très fort. Je vous dis à tout bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux raid? Est-ce qu'il y a des modos dans la sopla qui auraient envie de raid quelqu'un? Ça peut être sympa. C'est toujours sympa de raid des gens. Oui? Dreamline, qui c'est que je raid? Vas-y, balance. Je suis sur le point de taper raid. Est-ce que je raid Blu-ray? Il y a angle droit? Allez, c'est parti. Hop, let's go chez angle droit. Hop, allez, voilà. Tac, tac, tac. Ah, Fred, il y a Fred aussi. Il faudra que je raid Fred, parce que Fred, je le raid rarement, parce qu'il a beaucoup de gens. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Je l'adore, je l'aime de tout mon cœur. Il m'a raid il y a pas longtemps, donc je lui renverrai l'appareil. Mais là j'envoie à angle droit. Si elle est dans le coin, je pense qu'elle a moins de gens. Mais vous lui faites des gros bisous. En tout cas, à angle droit, si jamais elle joue avec Fred, vous faites des gros bisous à Fred aussi par le biais d'angle droit. Comme ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Mais attendez, il faut que j'appuie là. Voilà. Dans pas longtemps, je lance le raid. En attendant, je vous mets le loading et je vous fais des gros bisous à tout bientôt pour de nouvelles aventures dans quelques jours. Ciao, ciao.